régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Avec nous pour ce club, Claire Planchard. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef pour les journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Et Gaël Slimane qui va nous rejoindre dans quelques secondes, président de l'Institut de sondage Odoxa, puisqu'on va découvrir notre baromètre mensuel Odoxa, Public Sénat et la presse régionale. Et Mathias, vous êtes plongé dans le baromètre, vous nous donnerez les chiffres. Absolument, on va creuser la popularité de certains ministres, de certains candidats potentiels, et puis est-ce que la course à la présidentielle a démarré? On verra ça. On verra ça dans quelques secondes. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans les collectivités locales, c'est cette annonce du gouvernement d'augmenter la dotation globale de fonctionnement. C'est la principale dotation aux collectivités. Pour en parler, nous sommes avec Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour Philippe Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Dans une interview à la Gazette des communes, la ministre Dominique Faure annonce donc que la dotation globale de fonctionnement sera augmentée de 220 millions d'euros dans le budget 2024. Vous saluez cette annonce ? Écoutez, c'est toujours mieux que rien, mais vous savez, 220 millions d'euros, c'est entre 1 et 2% de la dotation globale. Nous avons vécu avec une inflation très importante l'année dernière, cette année encore 4%, l'année prochaine probablement au-delà de 2 à 3%. Et donc, par conséquent, cette indexation, cette augmentation n'est pas suffisante. Ça n'est pas suffisant. Nous avons nous-mêmes, collectivités territoriales, un nombre important de charges avec des augmentations fortes sur les prix d'énergie. Également, nous avons l'augmentation, qui est d'ailleurs normale, des salaires des agents publics. Or, les collectivités locales emploient beaucoup de personnes. Nous employons la deuxième année, Philippe Laurent. 2 millions d'agents publics. Ouais, c'est la deuxième année que cette dotation globale de fonctionnement est augmentée. Est-ce que vous n'y voyez pas quand même la preuve que le gouvernement est aux côtés des élus locaux ? Oui, l'année dernière, c'était 300 millions. Cette année, c'est 200 millions. Ça fait sur 2 ans 500 millions, alors que la simple indexation de la DGF représenterait près de 1,5 milliard. Donc, vous voyez que nous sommes assez loin du compte. Dimanche soir, juste un dernier mot, Philippe Laurent, Emmanuel Macron a pointé du doigt les maires qui augmentent la taxe foncière. Il a dit que c'est de leur responsabilité, c'est pas de la faute du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez au chef de l'État ? Oui, alors... Nous sommes un certain nombre à avoir trouvé assez blessants les propos du chef de l'État. On a le sentiment, lorsqu'on l'écoute, qu'il pense que l'argent des collectivités territoriales, c'est l'argent de poche des maires. D'ailleurs, il dit les maires. Lorsqu'on parle du budget de l'État, on ne dit pas le budget du président de la République ou le budget du Premier ministre. Il parle des maires. Non, cet argent, c'est l'argent qui permet de financer les services publics de proximité dont chacun des Français bénéficie chaque jour. Et donc, il n'y a pas... Il y a dans cette expression et dans ce rejet de la responsabilité globale quelque chose qui est assez blessant pour les maires. Donc je le dis très clairement et très franchement, et je pense que nous sommes nombreux à le penser. Et c'était très clair. Merci Philippe Laurent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour réagir à ces annonces du gouvernement. Un mot peut-être, Claire, avant de passer au baromètre. Le gouvernement, on a un peu l'impression qu'il souffle le chaud et le froid avec les élus. Et tout à fait. On sait que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par beaucoup de défiance, de tensions avec les élus. Au début de son second mandat, il avait tendu la main, notamment pour qu'il participe au CNR, sa nouvelle méthode moins verticale. Donc il y avait une espèce de main tendue, une écoute, le sentiment pour les élus locaux que voilà, le nouveau quinquennat qui s'ouvrait allait être différent. Et là, c'est vrai que cette prise de parole présidentielle au JT est assez surprenante et on l'a vu dans les conseils municipaux des villes de la zone du groupe EBRA, beaucoup de colère, un sentiment d'injustice et d'incompréhension parce que localement, comme vient de le dire votre invité, ce sentiment que en fait l'inflation pèse, les dépenses d'énergie, la hausse du point d'indice des fonctionnaires, tout ça pèse sur les finances et que le compte n'y est pas et que donc beaucoup disent que là ça ne peut pas durer. Donc oui, c'est exactement ça. Il y a une incompréhension là sur cette prise de parole. On va continuer à parler d'Emmanuel Macron. Bonjour Gaël Slimane, merci beaucoup de nous avoir rejoints, président de l'Institut de sondage Odoxa. On va justement parler de notre baromètre mensuel Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. On va le regarder ensemble, on va voir les chiffres. D'abord avec vous, Mathias. Et la première donnée, comme tous les mois, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Absolument, une cote de popularité qui stagne pour le plus haut représentant de l'exécutif. Oriane, à la question « Emmanuel Macron est-il un bon président de la République ?» 32% des sondés
sondés répondent oui, c'est autant que le mois dernier. Alors, à voir si Emmanuel Macron, qui sort d'une séquence importante entre l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, la visite du roi Charles III, la messe du pape à Marseille, saura en profiter pour remonter le mois prochain. En revanche, Elisabeth Borne, elle remonte doucement la pente. Alors, par rapport au mois dernier, la chef du gouvernement gagne 3 points de popularité, ce qui la porte à présent à 31% de réponses positives à la question « Elisabeth Borne est-elle une bonne première ministre ?» Un peu moins exposée en ce mois de septembre, elle a su se faire oublier après un épisode des retraites mouvementé et un été où tout le monde, y compris ici, lui prédisait que c'était son dernier été à Matignon. Ouais, on va décrypter ces chiffres avec vous, évidemment, Gaël Leclerc. Gaël, est-ce que la stagnation, finalement, il reste stable, Emmanuel Macron, ce mois-ci, il faut y voir le signe d'une rentrée réussie pour le chef de l'État? Oui. Parce que vous avez choisi le terme stagné, et vous avez raison, il est à 0, flat par rapport à l'été. Mais je pense qu'en l'occurrence, quand on regarde le trend, la tendance de ces données, on peut dire qu'il se maintient. Il faut voir que les rentrées politiques pour Emmanuel Macron, pour tous les gouvernants, tous les présidents, sont souvent des moments difficiles. Les gens reviennent de l'été, ils ont passé leurs vacances. Arrive la rentrée de septembre, les mauvaises nouvelles, les difficultés, et en général, c'est la dégringolade pour le chef de l'exécutif. Pour Emmanuel Macron, pour vous donner 2 exemples, en 2017 et en 2018, les 2 rentrées, il avait perdu plus d'une dizaine de points par rapport au mois de juin. Autre élément intéressant quand même de contexte, vous l'avez très justement dit, ils ont affronté des vents très mauvais pendant toute la séquence de la réforme des retraites qui a mis vent debout à peu près tous les Français. Et donc, on les a vus dévisser sévèrement. Alors, certes, ils n'ont pas refait leur retard, on en est très loin par rapport à leur niveau d'avant la séquence retraite, mais en tout cas, ils ont stoppé la baisse et on est plutôt sur un trend de légère remontée, on le voit pour Elisabeth Borne. Alors, il y a du boulot, parce qu'on est quand même une dizaine de points pour l'un et l'autre en dessous de leur niveau d'avant la séquence retraite. Avant qu'on ne se mette à parler de tout ça, il y a un an en gros, eh bien, ils étaient une dizaine de points plus populaires qu'ils ne le sont aujourd'hui, tous les deux. Et Elisabeth Borne, elle remonte, +3, ça veut dire que les Français approuvent le fait qu'elle reste à Matignon ou pas du tout? Je crois qu'en données d'opinion, on a parfois les mêmes choses qu'en bourse, des prises de bénéfices, des tendances baissières qui sont interrompues. Là, en l'occurrence, les gens se sont fait une raison. Ils voulaient son départ, le départ d'Elisabeth Borne. Ils l'ont réclamé dans toutes les enquêtes qu'on a réalisées. Mais comme ils souhaitent le départ de beaucoup des ministres du gouvernement parce qu'ils sont mécontents de ce gouvernement, ils se sont fait une raison, elle est là, elle est présente, et puis elle est résiliente. Donc on est quand même à près de 7 Français sur 10 qui nous disent que c'est une mauvaise première ministre. Et idem pour le président de la République. Donc on est dans une situation, ne nous y trompons pas, qui est toujours une situation d'impopularité. Claire, impopularité, mais est-ce que c'est quand même une rentrée réussie pour l'exécutif ? Je pense que les chiffres qui viennent d'être cités le montrent. Les rentrées politiques sont souvent très très difficiles dans les sondages. Là, on voit qu'il y a eu un grand activisme. Alors, Elisabeth Borne a été moins visible, je trouve, que d'autres ministres dont on va peut-être parler tout à l'heure. Elle était un petit peu en retrait. On l'a entendu appeler à l'unité, essayer de calmer justement un petit peu les ambitions présidentielles des uns et des autres en disant il faut qu'on soit au travail pour les Français. Voilà, essayer un peu de calmer les troupes et de les unir. Mais oui, effectivement, on a le sentiment que le débat sur les retraites est derrière nous. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a dans l'actualité aussi. L'entrée en vigueur de la réforme n'a pas suscité de remous. On a des manifestations là qui s'annoncent, mais on ne s'attend pas à un automne social pour le moment très 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 virulent. Un mot peut-être dans le détail de ce sondage, parce que vous avez fait le détail par appartenance, en tout cas par sympathisants en fonction des groupes politiques. Et on voit que chez les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, c'est l'explosion de la popularité aussi bien d'Emmanuel Macron que d'Elisabeth Borne, plus 23 points et plus 26 points depuis le mois de juin. Oui, alors vous avez reçu il n'y a pas longtemps, il y a quelques instants, Marine Tondelier. Il y a une grande différence chez les écologistes entre les sympathisants et les militants. Les sympathisants écologistes représentent des centaines de milliers ou des millions de Français qui disent, dans une enquête, le parti dont je me sens le plus proche, ou disons le moins éloigné, c'est Europe Écologie Les Verts, et très souvent parce qu'ils sont à peu près apolitiques, les personnes interrogées. Et donc, ils ont le sentiment que l'écologie, c'est gentil, c'est sympathique, ils peuvent voter pour des écologistes à certaines élections, mais ils ne sont pas du tout militants.
Et puis vous avez une autre catégorie de la population qui sont les militants des différents partis politiques. Et les militants écologistes, eux, sont sur des lignes politiques beaucoup plus fermes, beaucoup plus dures, beaucoup plus marquées. Et donc, je crois que chez les sympathisants Europe Écologie Les Verts, c'est simplement des gens qui sont plus éloignés de la politique, pour qui toute cette affaire des retraites, qui les a beaucoup agacés, est derrière nous. Et donc, c'est principalement pour cette raison qu'elle remonte, et certainement pas en raison de prise de position en faveur de l'écologie ou de l'environnement. On va passer au cœur de ce baromètre, la question de ce mois-ci, la course à la succession d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est engagée selon les Français, Mathias ? Dans l'esprit des Français, les luttes intestines au sein du camp présidentiel, elles ont bien démarré, Oriane, puisque 83% de nos sondés répondent oui à la question. La succession à Emmanuel Macron a-t-elle commencé ? Alors une fois cela dit, on n'a absolument rien dit. Il faut savoir qui est à la lutte et qui pourrait incarner un potentiel successeur au chef de l'État. Alors sans surprise, Édouard Philippe est pour 50% des personnes interrogées un bon candidat pour représenter la majorité présidentielle en 2027. Il est talonné de loin, mais c'est à noter quand même, par Gabriel Attal qui enregistre 29% d'opinion favorable, 70% défavorable, attention. 28% pour le duo Darmanin-Le Maire, Olivier Véran, Jean Castex et Elisabeth Borne ferment la marche avec respectivement 19, 18 et 17% des sondés qui voient en eux des bons candidats pour la prochaine élection présidentielle. Dans 4 ans, c'est toujours bon de le rappeler. D'abord, le chiffre, 83% des Français pensent que la succession est lancée. C'est un chiffre surprenant ou pas, Gaël ? Alors, oui et non. Non d'abord, c'est pas surprenant parce qu'on a tous vu cette rentrée politique. Avec les courses, Gérald Darmanin qui prend position, Elisabeth Borne qui court pour venir le rattraper. Enfin, ce que vous avez très bien commenté à cette antenne et présenté, les gens l'ont vu. Donc, d'abord, ça n'est pas étonnant que les Français s'en rendent compte. Mais oui quand même, parce que 83%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. Et surtout, oui, parce que ça signifie quelque chose de la crédibilité du mandat à venir d'Emmanuel Macron. La force d'un président de la République, c'est que nous sommes dans un régime un peu fou, ultra-présidentiel, à un point qui n'existe nulle part dans le monde, dans une démocratie. Et donc, c'est un peu le roi thaumaturge, le président de la République. C'est celui qui peut tout faire. Et donc, quand le président de la République, on sait déjà qu'il ne sera plus là, qu'il ne se représentera plus. Il perd beaucoup de sa superbe dans l'opinion. Donc ce 83%... Donc il est affaibli. C'est un président affaibli. C'est un président qui est affaibli dans l'opinion. Il est affaibli pour des questions d'impopularité, on l'a évoqué avec les retraites. Puis il est affaibli parce que on sait qu'il va passer la main et que d'une certaine manière, pour pouvoir être légitime à prendre le relais, il faudra que son successeur putatif marque une petite distance avec lui, une petite rupture. Donc ça promet des mois assez folkloriques en termes d'épisodes politiques. On va y venir sur les successeurs, mais clair sur ce chiffre, 83%, est-ce qu'il y a le risque d'un quinquennat pour rien pour Emmanuel Macron où il sera inaudible ? Je pense que les législatives ont quand même joué un point important sur le fait qu'il ait perdu cette majorité relative et sa capacité d'action, parce que tout le monde sait que Emmanuel Macron allait être le premier président de la Ve République qui ne pourrait pas faire plus de 2 mandats. Voilà, depuis 2008, donc c'est le premier à 45 ans. Il cédera. Mais il y avait une espèce de règle un peu tacite qui était de dire on attend les européennes pour commencer à en parler. C'était un peu la césure du mandat. Donc au sein de la majorité, même si Édouard Philippe n'a pas caché ses ambitions, notamment depuis la création d'Horizon, on savait, mais à l'intérieur de la majorité. Et c'est vrai que Gérald Darmanin a un peu fait battre ce consensus avec cette rentrée politique fracassante. On sait que pour lui, ne pas avoir eu Matignon a été sans doute un échec. Il a voulu créer un peu l'événement et il s'est exprimé publiquement en parlant de son inquiétude pour 2027. Et là, je pense que médiatiquement, ce que tout le monde savait a pris une évidence flagrante. Et puis, on a vu même Elisabeth Borne et puis Gabriel Attal, on en parlera, qui a aussi joué à dire ce n'est pas le moment de se préoccuper de 2027. Mais c'est devenu sur la place publique un enjeu avec des petits coups de com de part et d'autre, des prises de parole. Et donc là, je pense que ça a vraiment marqué une rupture, dans cette perception tout le monde savait qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas. Et comme en plus il a empêché, il y a un vrai enjeu, je pense. Ouais. Sur les successeurs, puisque vous avez testé les successeurs, alors on va d'abord commencer par les successeurs dans la Macronie, évidemment. Gaël Siman, c'est Édouard Philippe qui arrive en tête. Est-ce que c'est parce qu'il a trouvé à la fois le juste milieu entre la continuité? Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, il faut commencer à se détacher du chef de l'État? Oui, sans doute. Et puis ça fait un moment. D'abord, notre baromètre politique
chaque mois, c'est un peu répétitif. Vous voyez code des personnalités. Oh, Édouard Philippe numéro 1. Ah bah tiens, c'est encore le cas, on le verra tout à l'heure. Voilà. Mais ça fait des années maintenant. Ça fait depuis qu'il a quitté Matignon, en gros, dans le mois qui a suivi ou les 2 mois qui ont suivi, il était numéro 1 en termes de code d'adhésion. Donc le fait que les Français le perçoivent, le pensent comme le meilleur candidat putatif de la Macronie, de la succession Emmanuel Macron, n'est pas étonnant. Le niveau d'opinion favorable sur sa candidature est très élevé quand même, 50%. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en relation avec notre code d'adhésion et de voir que Édouard Philippe a 3 avantages. Il est l'homme politique français qui suscite le plus d'adhésion, c'est plus que de la popularité. Hein. C'est-à-dire qu'on est en sympathie avec lui ou qu'on le soutient. Donc c'est quelque chose d'assez solide. Il a le plus d'adhésion. Il a quasiment, à chaque fois, le moins de rejet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnalités clivantes, comme on dit, qui suscitent de l'adhésion, mais beaucoup de rejet. Ça a été le cas de la famille Le Pen pendant très longtemps. C'est encore un petit peu le cas. Et troisièmement, on pense que ce serait un candidat très légitime pour la succession d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas Édouard Philippe. Pour moi, ce mois-ci, le plus intéressant, c'est Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, il n'existait pas beaucoup dans l'opinion avant l'été. Et d'un coup d'un seul, lui, c'est vraiment celui qui a le plus réussi sa rentrée. Il se retrouve propulsé sur le devant de la scène, dans l'opinion. On va en dire un mot sans doute, mais en code d'adhésion, il flambe. C'est assez inédit, une telle progression. Et il se retrouve directement, alors il est encore loin d'Édouard Philippe en crédibilité pour 2027, mais il se retrouve directement à la 2e place, devant des candidats qui sont candidats quasiment depuis la naissance. Gérald Darmanin, à peine les gens l'ont connu, il était déjà candidat, un petit peu comme Nicolas Sarkozy. Comme Bruno Le Maire aussi. Alors, et il est devant. Oui, un peu comme Bruno Le Maire, mais dans le cas de Darmanin, c'est encore plus spectaculaire, je pense, parce que Bruno Le Maire, les gens le connaissaient d'avant. Il avait occupé plusieurs ministères, il s'était présenté face à Nicolas Sarkozy pour diriger la droite. Là, on a vu une personnalité émerger, on a découvert son nom, son existence, et en même temps qu'il était candidat à tout. Et du coup, ça a suscité dans l'opinion des éléments antagonistes sur Gérald Darmanin. Et comment vous l'expliquez, cette percée de Gabriel Attal ? Pour ce que l'on a vu. Qu'il ait changé de ministère. Alors déjà, ça faisait un moment que les gens l'entendaient, le voyaient. Il a réussi la performance d'avoir occupé des fonctions de type porte-parole, où normalement on se fait détester par tout le monde parce qu'on est obligé d'avaler des couleuvres, d'enfoncer des portes ouvertes, de répéter des éléments de langage absurdes. C'est ce que font tous les porte-paroles dans tous les partis politiques. Et là, il a réussi à le faire avec un certain talent. Et puis, il a émergé dans l'opinion en arrivant à se faire connaître sans se faire détester, ce qui est rare pour des ministres du gouvernement. Et pour finir, il a eu cette rentrée politique très réussie, en succédant à un ministre de l'Éducation que les gens avaient peu vu, qui avait peu imprimé, pas toujours avec des éléments très positifs à l'esprit, s'agissant de Pape Ndiaye, et en prenant position sur des sujets où l'opinion était d'accord avec lui, que ce soit sur la baya ou que ce soit sur le fait de revenir à des fondamentaux plus logiques sur le baccalauréat. Et donc il a coché toutes les cases de la réussite, et c'est ce qui explique qu'il a bondi de 11 points sur notre code d'adhésion des personnalités politiques. Ouais. C'est le record depuis très longtemps. Et c'est effectivement le fait marquant de ce baromètre. Claire, Gabriel Attal, il s'impose comme un successeur crédible. Alors on est en 2023, mais oui, le fait est qu'il a été propulsé effectivement sur un ministère très difficile. Son entourage, je crois, beaucoup en tout cas, lui disait que c'était trop risqué, parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est très risqué. Et en plus, c'est un domaine réservé du président. On a vu que... Voilà, dans cette interview au Point, Emmanuel Macron l'avait un peu précédé, et malgré ça, une expression que je trouve assez chouette, c'est de dire qu'il a réussi à exister sans cacher le soleil. C'est-à-dire qu'il arrive à être dans un périmètre qui est vraiment présidentiel et à prendre la parole, à être présent même par rapport aux enseignants qui ne sont pas d'accord avec lui surtout. C'est un professionnel de la politique. Les syndicats sont assez contents d'avoir quelqu'un qui connaît les codes, qui agit, qui peuvent avoir, même si sur le pacte enseignant, plein de sujets clivants, il y a des désaccords. Ils ont un interlocuteur qui maîtrise les codes et lui, quelque part, il a une stratégie très différente de celle de Darmanin, qui est de se dire il y a un espace central créé par Macron dans le théâtre politique, et je vais y aller, je vais m'adresser aux classes moyennes. Il a un positionnement très différent qui, selon le sondage, est bien perçu. Il va y avoir un match, Attal-Darmanin? Non, d'abord, je fais jamais de pronostic, parce que on est habitué en sondage à voir des favoris un an plus tard disparaître, donc je fais pas de pronostic. Pour l'instant, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de match. Vous regardez tous nos indicateurs,
Vous m'avez cité Bruno Le Maire. Voilà une personnalité politique qui imprime, qui existe auprès des Français. Qui sont les poids lourds en politique? C'est pas très compliqué. Vous avez Édouard Philippe très haut, et puis aujourd'hui, vous avez Attal, vous avez Le Maire. Mais Gérald Darmanin n'est pas vraiment un poids lourd. Les gens se sont fait à l'idée qu'il serait candidat, mais quand vous regardez sa cote d'adhésion et cote de rejet, il suscite beaucoup plus de rejet que d'adhésion. Et c'est pas nouveau. En fait, c'est un poids lourd dans le microcosme politique et d'un poids lourd médiatique. Mais en termes de popularité, en termes d'opinion, en termes de cote d'adhésion, sur toutes les dimensions possibles, en termes d'intention de vote, quand il est testé dans des intentions de vote à la présidentielle par certains confrères, il est très loin des Bruno Le Maire ou aujourd'hui d'un Gabriel Attal. Donc, s'il y a un match aujourd'hui qui se lit, je ne fais pas de pronostic, si c'était demain, il se jouerait probablement entre un favori Édouard Philippe et puis des outsiders comme Bruno Le Maire qui fonctionne bien dans l'opinion, qui réussit comme Attal à susciter adhésion et pas trop de rejet. Il se jouerait plutôt sur ces personnalités-là. On voyait Olivier Véran, alors il est décroché en crédibilité pour se présenter, mais en termes de code d'adhésion, il est depuis longtemps dans les top 3-4 de la Macronie. C'est plutôt là-dessus que le match se jouerait aujourd'hui. Mais encore une fois, ce qui se joue aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui se passera dans 3 ou 4 ans. Et à l'heure actuelle, et un mot peut-être sur Elisabeth Borne, qui est beaucoup moins populaire que ses ministres, on le voit dans tous vos indicateurs. Elisabeth Borne est très loin, elle suscite, elle aussi, en termes de crédibilité pour se présenter, des niveaux très faibles, et en cote d'adhésion, elle est moins populaire, mais surtout, elle suscite beaucoup plus de rejets. Vous avez les deux ministres qui suscitent le plus de rejets dans ce gouvernement, s'appellent Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. Claire, un petit mot peut-être sur Elisabeth Borne. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, on a l'impression qu'elle essaie de tenir plus que d'émerger, comme en tout cas dans la course à la présidentielle, elle nie toute velléité. Elle est vraiment dans un rôle, on lui avait prédit de ne pas avoir une nouvelle rentrée, que c'était un remaniement quelque part qui était pour ne pas perdre une cartouche avec le prochain 49.3. C'était un fusible, en fait. Donc là, elle est résiliente, elle mène, mais c'est sûr qu'elle a du mal dans ce contexte à émerger véritablement comme une présidentiable. C'est pas le... C'est tout à fait exact ce que vous dites. D'ailleurs, quand même, les deux précédents cas où on a vu des premiers ministres un petit peu dans cette posture, il y a eu un peu Édouard Philippe d'une certaine manière, et puis il y avait François Fillon sous Nicolas Sarkozy. Résultat, cette posture du Premier ministre écrasé par son président, maltraité, et puis qui continue de faire bonne figure, qui ne se plaint pas, qui taille sa route, ça vous permet quand même, à moyen terme, de marquer des points dans l'opinion.